La parole aux négresses, Awatiam. Conclusion. Que proposer aux négresses? À notre grand réconfort, la lutte des négresses ne date pas d'aujourd'hui. Elles ont lutté jadis avec les moyens qui s'offraient à elles. C'est le cas de nos ancêtres déportés qui, parce qu'elles refusaient de livrer leurs enfants à l'esclavage, les tuaient en leur enfonçant une épingle ou une épine dans le crâne. Étaient-elles à condamner? Cela se passait aux Antilles, à une époque où la contraception était pour elles chose inconnue et l'esclavage un calvaire. Elles auraient bien pu se suicider, pourrait-on nous rétorquer, plutôt que de tuer leurs enfants. Mais pour elles, il s'agissait de lutter. Lutter contre l'esclavage signifiait ravir le plus de victimes au maître blanc. Contrairement à ce que certains et certaines ont pu penser, elles n'étaient absolument pas dépourvues de sentiments affectifs pour leurs enfants. C'est peut-être parce qu'elles les aimaient trop qu'elles voulaient leur épargner les souffrances qu'elles avaient endurées. Pratique révolutionnaire, pratique barbare, notre propos n'est pas de l'apprécier mais d'essayer d'en comprendre le sens. Elle s'inscrit dans une problématique révolutionnaire. Mais que proposer aujourd'hui aux négresses? Une société à l'image de la société européenne en plein état de déségrégation? L'Afrique doit-elle épouser ce modèle? S'il y a quelque chose à faire pour sauver un État nouvellement sorti des serres des colons ou y demeurant encore, ce n'est certainement pas d'imiter une société où la famille est éclatée, où règne l'individualisme. Vous n'ignorez pas l'importance que revêt la famille en Afrique noire. La famille au sens large, regroupant les grands-parents, les proches parents et les enfants. Nous voulons vivre une vraie vie, décente, complète et épanouissante. Et cela en communauté. La lutte des femmes africaines peut certainement se concevoir autrement que par un décalque pur et simple des luttes des femmes européennes. D'abord, leur niveau de vie n'est pas le même. L'Europe est industrialisée, alors que l'Afrique noire ne l'est pas. Les structures familiales et sociales sont fort différentes. Il n'y a pas d'équivalence, donc pas de possibilité de superposer et d'assimiler. Mais attention! En tant que femmes, nous nous sentons solidaires de cette jeune Italienne âgée de 16 ans, violée par son frère et qui veut se faire avorter alors que les médecins refusent de l'assister. Nous nous sentons solidaires de toutes les Angela Davis et Eva Forrest emprisonnées d'où qu'elles soient, des Vietnamiennes qui ont vaillamment lutté pour assurer la victoire sur les tigres de papier américains, des Africaines engagées dans la lutte de libération du Zimbabwe. L'on a longtemps considéré le noir comme un singe en ne le croyant pas capable d'esprit d'initiative, cet esprit ayant été mutilé par le colon, ni en mesure d'adopter une position originale qui lui soit spécifique. Quand une négresse manifeste concrètement sa solidarité avec d'autres femmes d'autres races, il ne s'agit point, contrairement à ce que certains noirs traditionnalistes pensent et soutiennent, d'un mimétisme de pratique, mais d'une conviction profonde. Sur ce point, toute allusion à un phénomène d'imitation ne traduirait qu'une non-saisie politique objective de la dimension de la condition féminine, ou une volonté systématique de diviser les femmes. La solidarité entre femmes doit être comprise, abstraction faite de toute considération raciale ou de classe, en ce sens que noires, jaunes, blanches, bourgeoises travailleuses ou non, prolétaires ou lumpen prolétaires, toutes les femmes sont exploitées par le système patriarcal. Par l'affirmation de sa solidarité avec les autres femmes en lutte, c'est une sororité que pose la négresse. De même qu'Aimé Césaire disait, je cite, « Il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé en qui je ne sois assassiné et humilié. » Fin de citation, extrait du livre « Et les chiens se taisaient ». De même, nous dirons qu'il n'y a pas dans le monde un élément féminin, excisé, infibulé, mutilé, battu, calomnié, en qui nous ne soyons atteintes et humiliées. Par là, nous nous posons en tant que sœurs de toutes opprimées, parce que femmes. Sororité acceptée ou non, elle est là, offerte. Celles à qui elle s'adresse en feront ce qu'elles voudront.
Loin de nous la peur, le complexe d'infériorité dont parle Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme en ces termes. Je cite « Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. » Fin de citation, extrait donc du livre « Discours sur le colonialisme » publié aux éditions Présence africaine. S'assumer. Nous assumons. Qu'importe ce que pense l'autre, le blanc. La femme noire n'a pas à se définir par rapport à l'autre, la blanche. Pas plus que l'homme noir vis-à-vis de l'homme blanc. Cela commence à être compris. Et la première constatation en est qu'en milieu urbain africain, il y a un début de prise de conscience de l'existé nègre qui se traduit par une pensée et une pratique en rupture avec l'idéologie coloniale ou néocoloniale. D'où une amorce de retour aux sources. Valorisation de certaines coutumes, port de vêtements et de coiffures typiquement africains, alors que depuis la colonisation, il y a eu un phénomène d'aliénation croissant jusqu'en 1968, lequel incitait la femme noire à s'identifier à la femme blanche. Cela se traduisait par le défrisage permanent des cheveux crépus ou le port de perruques lisses sur une peau d'ébène, et cela 365 jours sur 365. Les canons de beauté noire ne sont nullement identiques à ceux des autres races, et cela est un des éléments constitutifs de la spécificité noire. Quand l'idéal de la beauté se trouve défini par l'homme noir, comme une beauté étrangère à sa société, la femme noire tombe dans un piège, sombre dans l'erreur en jouant le jeu que veut lui imposer l'homme noir. Elle se trahit, se nie, et par-delà, elle, ce sont sa civilisation et sa race qui sont trahis. Quand nous apprenons que l'homme noir, accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec une femme blanche, était passible de castration, alors que l'homme blanc qui violait une femme noire n'encourait aucune peine, aucun reproche, nous estimons que les femmes noires ont là le devoir de se révolter, et plus, de combattre avec détermination un système qui cautionne une telle injustice. Partant de là, on comprend aisément la difficulté des rapports vrais entre noirs et blancs, évoqués par Simone de Beauvoir, parlant de la solidarité des femmes. Je cite « Bourgeoises, elles sont solidaires des bourgeois et non des femmes prolétaires, blanches des hommes blancs et non des femmes noires. » Fin de citation, extrait du livre Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, publié aux éditions Gallimard en 1949. Cela recouvre la tendance générale. Certes, il existe de nos jours une solidarité effective entre femmes noires et femmes blanches. C'est le fait d'une minorité, des féministes, et encore, il ne s'agit point de femmes en lutte, qui s'imaginent témoigner de leur solidarité à l'égard d'autres femmes en manifestant à leur égard un désir d'asservissement. Elles sont loin d'œuvrer par cette attitude pour la libération des femmes. Jadis, nos ancêtres nègres étaient déportés en vue de cultiver les diverses plantations des Blancs, en Amérique et aux Antilles. Ils vivaient dans la servitude. Ceux qui ont eu la chance de rester chez eux ont aussi été soumis à la servitude. Aujourd'hui, celle-ci est encore là, quoique plus nuancée. C'est le cas de l'être blanc, mâle ou femelle, qui se sert de toi, homme noir ou femme noire, juste pour satisfaire ses curiosités, bénéficier de tes services, mais après cela, ne te connaît plus. Terminé, plus de contact. C'est le même type de rapport que ceux entretenus jadis par ses ancêtres colons avec les tiens, colonisés ou esclavagisés. Cette situation est à dépasser, elle n'est plus tolérable. L'homme noir et la femme noire n'ont plus à accepter de jouer ce rôle de pantin. Toute femme noire, tout homme noir doit extirper d'elle, de lui, la zombie qui y sommeille, si douloureux que puisse être un tel processus. Que des femmes aussi gardent le silence sur les fléaux dont elles souffrent peut paraître déroutant aux suspects.
déroutant dans la mesure où cela dénoterait l'absence d'une prise de conscience de maux dont elles souffrent, suspect en ce sens que, loin de n'avoir pas pris conscience de la nécessité de réagir et d'agir face aux oppressions qu'elles vivent, elles s'y complaisent, ou du moins en donnent l'impression, et probablement parce que cela les arrange. Toutefois, dans un cas comme dans l'autre, la solution au problème des femmes n'est pas près d'être trouvée. Que faire alors ? Pour cela, des regroupements de femmes se démarquant des pratiques de partis mixtes où le fascisme inhérent à leur structure et l'idéologie phallocrate domine sont indispensables à l'heure actuelle. Tout en ayant à l'idée que la libération des masses opprimées, pour être effective, suppose une lutte qui soit menée avec et contre des femmes, avec et contre des hommes. En effet, la solution du problème des femmes sera collective et internationale. Le changement de leur statut sera à ce prix ou ne sera pas. Que l'on veuille bien jeter un coup d'œil sur l'histoire de la condition féminine. Parcourue ou illustrée de lutte, elle n'a guère cessé d'évoluer, mais à une allure telle qu'il apparaît que les femmes, qui luttent pour leur libération et corrélativement pour celle de leur société, entreprennent une lutte de longue haleine. En d'autres termes, nous dirons qu'il s'agit non d'une course de vitesse, mais d'une course de fond. Que les femmes s'arment en conséquence pour le mener à bien. Paris, le 5 juillet 1977.